Suite à notre conférence qu'on a faite pour la semaine de la santé mentale qui a eu lieu au début mai, il y a des gens qui ont demandé à ce que ton témoignage soit enregistré. Puis, dans le fond, on est rendu là. On avait dit qu'on le ferait en juin, puis même, je pense que j'avais dit juillet, mais là, on a la chance de le faire en juin. Fait que c'est comme si on refaisait ça, mais là, on va le mettre sur YouTube, puis ça va être sur les réseaux sociaux aussi. Fait que bonjour Valérie. Bonjour Eric. Comment ça va? Ça va très bien. Toi? Oui. Comment on se sent devant les caméras? Un peu nerveuse. Un peu nerveuse? Ouais. Tu disais que tu étais un peu plus nerveuse que quand on a fait la conférence partage? Oui, parce que je connaissais la majorité des gens à qui on a fait la conférence. Oui. Tandis que là, je sais pas qui exactement vont voir ma conférence. En tout cas, j'espère qu'il va en avoir beaucoup, en fait, parce que c'était vraiment intéressant. Vu que ça a été demandé, c'est parce qu'il y a un intérêt. Puis là, justement, c'est qui Valérie? Valérie, je suis mariée premièrement à Jacques Lamy. Je suis une amoureuse de Dieu. Je pratique le piano depuis peu. Je m'intéresse à la nutrition. Je travaille comme père aidante à l'Ensoleillé. Je suis atteinte du trouble de bipolarité et anxiété et psychose. OK. Depuis 2009. Depuis 2009. Puis là, dans le fond, toi, là, t'es une père aidante maintenant. Oui. Oui. C'est quoi une père aidante? Une père aidante, c'est une personne qui a vécu des problématiques de santé mentale puis qui s'est rétablie. Donc, elle devient un modèle d'espoir pour des gens qui vivent des problèmes de santé mentale. Puis, elle devient aussi un modèle d'expérience de rétablissement. Elle peut partager son expérience de rétablissement pour, encore une fois, aider des gens qui vivent des problèmes de santé mentale. OK. Puis là, toi, dans le fond, tu as dit que tu avais un trouble bipolaire. Oui. Il y a type 1, type 2. Toi, c'est? Moi, je suis de type 1. Puis c'est quoi ça, type 1? Type 1, c'est des personnes qui ont vécu des dépressions, mais en plus des périodes de manie. OK. Ça, c'est le bipolaire de type 1. De type 2, c'est des gens qui ont vécu des dépressions, mais qui ont vécu des hypomanies. Ils n'ont pas vécu de période de manie. OK. Ce qui veut dire que ça serait plus, toujours plus dépressif, en fait? Ils sont pas plus dépressifs que nous, c'est juste que une période de manie ou d'hypomanie, je vais vous expliquer, c'est une personne qui a comme une surexcitation de vivre, elle a plein de projets en tête, elle dépense beaucoup, elle dort peu. Donc, c'est une personne qui est très intense. Tandis qu'hypomanie, c'est un peu les mêmes symptômes, mais en plus faible. Puis là, à travers ça, il y a des dépressions. C'est quoi une dépression? Une dépression, c'est un état que tu vis, que tu n'as plus le goût de rien, tu n'as pas de motivation, tu te sens dévalorisé, désespéré, tu peux avoir des idées suicidaires aussi. Tout te semble lourd. Mais il y en a qui vivent aussi des psychoses à travers ça. Ça se définit comment, ça? Oui, une psychose, c'est que tu as peur de tout. Mm-hmm. Tu penses que les gens te veulent du mal. Tu te rends pas compte que tu es en psychose. Fait que t'es vraiment concentré dans ta psychose. Tu as tout le temps l'impression que tu as des complots autour de toi. OK. Puis je sais que dans certains cas, il y a des gens qui ont des hallucinations. Est-ce que toi, tu as vécu les hallucinations? Non, heureusement, j'ai pas eu d'hallucinations. Tu sais, avant tout ça, tu avais une vie, là. Tu sais, je pense pas que tu es né comme ça en tant que tel. Oui, j'avais une vie qu'on pourrait qualifier de saine. Je m'alimentais bien, je faisais de l'exercice, j'avais des bons contacts avec ma famille, j'avais des bons amis, j'avais un travail avec lequel je réussissais. J'avais pas d'amoureux, mais j'étais bien célibataire, puis je me disais que le jour où ce serait la bonne personne, là, je tomberais en couple. Est-ce que ça allait bien, toi, côté travail? Du côté du travail, ça allait bien. Par contre,
je performais bien, mais je réussissais pas à m'épanouir au travail. Mon domaine d'études, qui était la finance, je réalisais que j'étais pas bien dans ce domaine d'études-là. Moi, j'étais quelqu'un qui était très humaine, puis de faire en sorte que les entreprises deviennent plus riches, on dirait que ça allait moins avec mes valeurs de base, là. Donc, j'ai décidé de me réorienter. J'ai été au bac en éducation préscolaire et enseignement primaire. Étant donné que j'étais déjà titulaire d'un premier bac, j'ai pu faire de la suppléance dès la première année parce qu'il y avait une pénurie d'enseignants. Donc, j'ai pu avoir un salaire pour vivre en étant suppléante là, pendant mes études. OK. À ce moment-là, toi, comment tu qualifiais ta vie? Je qualifiais que ma vie était belle, j'étais déterminée, j'aimais ma vie, j'étais joyeuse, j'avais une vie normale, mais que j'aimais. Il est arrivé de quoi à un moment donné, là? Ouais. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai terminé mon baccalauréat en enseignement, puis j'ai pris 4 contrats différents dans 3 écoles différentes. Pour moi, c'était intéressant parce que j'aime la diversité, puis j'avais une bonne capacité d'adaptation. Donc, pour moi, c'était un beau défi. Mais dès la première semaine, je me suis rendu compte que le défi était très grand parce que 3 écoles différentes, c'était des milieux différents à m'adapter. Puis les enfants me connaissaient pas du tout parce qu'ils me voyaient juste une fois par semaine. Puis j'avais 2 classes de maternelle. En début d'année scolaire, les classes de maternelle, c'est vraiment difficile parce qu'ils connaissent pas la routine, donc il fallait tout leur montrer la routine. Donc, c'était un vrai cauchemar. Je donnais des heures à faire de la planification, mais finalement, ça s'avérait que je réussissais pas à mettre la planification en marche parce que les enfants se désorganisaient. Fait que il y avait beaucoup de pression là, de ton côté. Hein? Oui, il y avait beaucoup de pression, puis je m'en mettais beaucoup aussi parce que j'aurais pu arrêter, mais j'avais tellement peur de manquer d'argent que je poursuivais quand même. Fait que mon stress s'est transformé en anxiété, puis j'ai commencé à faire de l'insomnie. C'était vraiment souffrant. Puis, à un moment donné, ça a été le bout du bout. Je me suis rendue devant une classe que j'enseignais, puis j'étais paralysée. Je pouvais plus bouger, je pouvais plus parler. Fait que ça a été le commencement de mes problèmes de santé mentale. OK, tu vivais tout ça, là, il s'est passé quelque chose, là. Ouais, c'est ça. Comme je disais, j'ai été paralysée. Puis, là... Ça m'a amenée à l'hôpital. J'étais plus capable de fonctionner du tout, donc on m'a amenée à l'hôpital. Puis c'est là que le 15 septembre que c'est arrivé, puis c'est une journée que je vais me souvenir tout le temps de toute ma vie. J'ai été hospitalisée à l'hôpital Albert-Prévost, qui est un hôpital psychiatrique à Montréal. Puis là, ça n'allait pas bien parce que dans l'hôpital, j'avais peur qu'on me fasse mal. Je pensais qu'on m'espionnait, puis j'étais vraiment dans une situation difficile. Là. Qu'on détermine par une psychose là, aussi à travers ça. Là, quand tu es arrivé à l'hôpital, j'imagine là, qu'ils t'ont pas dit, ils t'ont vu là, 5 minutes dire t'as un trouble bipolaire. J'imagine qu'il s'est passé un temps, puis ça en est venu à un diagnostic. Oui, il y a eu le diagnostic de bipolarité. Mm-hmm. Le diagnostic de bipolarité a été amené parce que je faisais une dépression et mon frère et ma mère sont atteints de bipolarité. Donc, le diagnostic a suivi à moi aussi. Donc, j'ai eu ce diagnostic-là, j'ai eu un diagnostic de psychose puis d'anxiété. À ce moment-là, j'imagine qu'ils ont, à l'hôpital psychiatrique, généralement, ils essaient des médicaments. Hein? Oui, c'est ça. C'était l'essai de médicaments qui a pris un certain temps avant de faire effet, bien sûr. Là. Ça a pris un certain temps, mais là, après ça, tes souffrances, ils ont-tu arrêté?
Non, parce que j'ai dû être transférée d'hôpital. Fait que là, ça m'a déstabilisée au bout. Ils m'ont amenée dans un autre hôpital qui était l'hôpital où je résidais, dans la région où je résidais. Puis, quand ils m'ont amenée à l'hôpital, ils m'ont laissée sur une civière, puis ça a été vraiment souffrant. Je me suis mis à crier « Emmenez-moi en prison ». Je pensais que j'étais une criminelle parce que je pensais que j'avais fait mal aux enfants. Fait que ça a été difficile, puis il y a personne qui est venu me voir. Après ça, j'ai été amenée à l'urgence, puis à l'urgence, ils m'ont mis dans une salle où il y avait plein d'instruments. Fait que je pensais qu'encore une fois qu'on voulait me faire souffrir, mourir. Puis même ma sœur est venue me voir, puis elle m'avait amené des sushis, puis je pensais elle aussi qu'elle me voulait du mal. Puis il a fallu qu'elle mange des sushis avant pour que je puisse accepter de manger des sushis parce que là j'étais pour savoir qu'elle n'était pas empoisonnée. Fait que ça me faisait souffrir moi, mais ça faisait souffrir ma famille aussi, là. Là, tu te rendais compte aussi que ta famille souffrait, que toi, tu souffrais. Là, tu as pris de la médication. Puis là, pour toi, tu dois prendre la médication à vie. Oui. À ce moment-là, ça a été vraiment difficile à accepter parce que ça faisait 32 ans que je vivais sans médication, puis je réussissais, j'allais bien, je fonctionnais bien, j'avais pas de problème de santé mentale. Donc, c'était comme illogique pour moi qu'à partir de mes 32 ans, je dois prendre la médication. Fait que ça a été très difficile à accepter. Fait que ce qui faisait en sorte que comme j'en prenais, j'arrêtais. Donc là, je tombe en dépression, je tombe en manie, jusqu'au jour où j'ai tombé en manie et là, j'ai fait une grosse faillite. Et là, je me suis mise à l'évidence. J'ai dit, j'ai un bac en finance, puis je fais faillite, ça marche pas, là. C'est quand je suis en manie, j'ai pas de gros bon sens, j'ai pas une conscience. C'est assez. Là, j'accepte que je prends des médications, puis de façon assidue. Parce que là, quand on est en manie, là, dans le fond, j'imagine que il doit y avoir un certain bien-être à la manie. Oui, tu te sens bien, tu te sens au-dessus de tout, la vie va bien, t'es toujours dans les projets. Être en manie, c'est un bon sentiment comparativement à la dépression, que c'est très souffrant. Quand tu es en manie, tu souffres pas, là. Tu fais souffrir les autres autour de toi, mais toi, tu souffres pas, là. Tu vas bien, là. Ouais, puis c'est ça. Puis j'imagine, tu t'en rends pas compte sur le moment, là. Non. Tes problèmes de santé mentale, est-ce qu'ils se sont arrêtés une fois que tu as commencé la médication? Non, ça s'est pas arrêté comme ça. Ça a été très long me stabiliser. J'ai dû voir plusieurs psychiatres parce que j'ai été hospitalisée plusieurs fois. Des fois, c'était des mois. Ma plus longue hospitalisation, ça a été 6 mois. J'ai même passé le Noël à l'hôpital. Ça a été triste un peu. Donc, ça a été long avant de trouver la bonne posologie là, qui fonctionnait. J'imagine passer Noël à l'hôpital à ce moment-là, tu sais, à part que c'est long puis qu'on a envie d'être ailleurs, est-ce que tu en étais vraiment consciente de tout ce processus-là au moment de ce Noël-là, en fait? Oui, je m'en rendais compte. Oui. Okay. C'est quand tu sais que toute ta famille est en train de fêter puis que toi, t'es malade, en train de souffrir. Là, t'as passé comme un temps des fêtes à l'hôpital. J'imagine qu'il y a eu d'autres hospitalisations à travers ça, là. Oui, tout à fait. J'en ai eu plusieurs autres hospitalisations, puis c'était des fois de quelques mois, là. Le fait d'être malade a fait en sorte que, au niveau des enfants, c'est ça. Je trouvais ça tellement difficile de prendre soin de moi
que je me suis dit, je veux pas avoir d'enfants. Pourtant, moi, j'en voulais avant que tout ça se passe. Je voulais avoir des enfants, je voulais avoir une famille, c'était clair dans ma tête. Mais suite à ça, j'ai décidé que je voulais pas avoir d'enfants parce que j'avais de la misère à m'occuper de moi quand j'étais malade. Fait que je me voyais pas m'occuper d'enfants. Fait que c'était une décision qui était claire à prendre. Puis c'est ça, en plus, parce que là, t'as ta famille, là, tu décides, tu sais, à 80 tout ça, tu veux pas d'enfants, mais j'imagine que t'avais un cercle d'amis aussi. Oui, j'avais un cercle d'amis, j'avais des bons amis, mais à un moment donné, je me suis retrouvée sans amis parce que, étant donné que j'étais tout le temps malade, ça devait être difficile pour les gens à un moment donné d'être en ma présence, puis que je raconte tout le temps les mêmes histoires parce que quand t'es malade, c'est tout le temps les mêmes histoires qui reviennent. Fait que je peux comprendre qu'à un moment donné, ces amis-là ont trouvé que c'était lourd comme amitié. Là, pendant que toi, t'étais malade, comment t'occupais tes journées? Écoute, quand j'étais pas hospitalisée, mon objectif, c'était de lire des livres de développement personnel. Que j'allais à la bibliothèque, puis j'empruntais des livres de développement personnel, puis je les dévorais. Puis mon but, c'était de m'aider à être une meilleure personne et de m'aider à mieux fonctionner, à me sortir de mes problèmes de santé mentale. Donc, c'est ça que je faisais de mes journées. C'était pas tout le temps évident parce que des fois, je manquais de concentration, fait que j'avais de la difficulté à retenir ce qui était souligné. Ouais, fait que... Mais c'était ça que je faisais de mes journées. Là, j'imagine, à ce moment-là, tu travaillais pas. Non, c'est ça, j'étais arrêtée. Comment ça va tes finances pendant ce temps-là? Très difficile parce que au début, tu reçois l'assurance emploi, puis à un moment donné, quand ça fait si longtemps que tu es arrêté, tu n'as plus le droit à l'assurance emploi, donc tu deviens sur le bien-être social. Puis, pour être honnête, arriver sur le bien-être social, c'est vraiment pas évident. Surtout que j'avais une voiture, fait que c'était pas évident à gérer le budget en étant sur l'aide sociale. Ce qui m'aidait, c'est que j'allais manger dans des soupes populaires, puis ça me faisait sortir de mon isolement, puis ça me faisait sauver de l'argent au niveau de l'épicerie. Là, à ce moment-là, OK, comment tu vivais ça, ta maladie? C'était dur. C'était dur parce que quand j'étais en dépression, j'étais souvent négative. J'avais la peur constante de pas m'en sortir. Je me sentais nulle, sans intérêt. Quand j'étais en dépression psychotique, là, c'était encore pire parce que je soupçonnais tout le monde de me vouloir du mal. Je me sentais pas en sécurité nulle part. J'étais paralysée par la peur. Je répétais toujours la même chose. Je suis certaine qu'ils me veulent du mal. Ce truc est arrangé pour me tromper. Puis, quand l'anxiété embarquait, là, c'était la peur du futur qui surgissait. Je me sentais pas assez compétente pour affronter ce qui m'attendait dans le futur. Fait que dans ma tête, c'était le cauchemar. C'était vraiment le cauchemar. En plus, une de ces fois-là où j'ai été hospitalisée, je faisais de la catatonie. Catatonie, c'est que tu as tes membres qui sont bien en l'air, figés, puis ils baissent plus. Fait que j'étais en catatonie. Fait que j'ai été amenée à l'hôpital, puis ça passait pas avec les médicaments, donc ils ont dû me faire des électrochocs. Ça a fonctionné, ça a enlevé la catatonie, mais les électrochocs m'ont fait un trouble du langage. Je parlais vraiment, c'était plus adéquat ma façon de parler. Donc, j'ai dû demander d'arrêter ce traitement-là que j'ai pas apprécié de toute façon. Là. Non, ça a enlevé ta catatonie, mais d'un autre côté, là, tu as des troubles de langage et tout. De ce que je vois, c'est revenu à la normale. Oui. Quand on a arrêté les électrochocs, c'est revenu à la normale. OK. T'as-tu réussi à trouver une stabilité mentale? Oui. Ça fait plus de 3 ans que je suis stable. Ça fait plus de 3 ans que j'ai pas eu d'hospitalisation.
c'est une nouvelle vie que je me suis recréée complètement. Là. C'est quoi le premier moyen que tu as trouvé pour, dans le fond, avoir une stabilité mentale? Ben, j'ai mis en place des routines dans ma vie. Comme le matin et le soir, j'ai des routines que je fais constamment chaque jour, que je me pose pas les questions. C'est un après l'autre, une tâche après l'autre. Le matin, je me lève, puis je m'occupe de mes chiennes. J'ai 2 chiennes, Chloé et Molly. Donc, je m'occupe d'elles. Après ça, je prends ma médication, je prépare le café. Après ça, je vais voir mes courriels, mes messages Facebook sur l'ordinateur. Après ça, je vais marcher avec ma chienne Chloé presque tous les jours. Quand je reviens, je prie Dieu. Après ça, je lis ma parole, je lis ma Bible. Puis, quand mon mari se lève, on prend le café ensemble. T'as-tu trouvé d'autres moyens aussi? Oui. J'avais ma tisane santé que j'ai oublié de vous dire. Dans ma routine le matin, j'ai ma tisane santé que je prends en revenant de prendre ma marche. Puis ma tisane santé, c'est un autre de mes moyens pour ma stabilité mentale. C'est chez Ici Santé, c'est un magasin d'aliments naturels ici à Mégantic, que j'ai rencontré Lucie, qui est herboriste. Okay. Et Lucie m'a prescrit 5 herbes différentes que je mets sous forme de tisane et que je bois tous les matins. Par exemple, il y a la mélisse, qui est bon pour le système nerveux. Fait que dans les 5 herbes, ils ont tous une propriété spéciale qui a un lien avec la santé mentale. Depuis que je prends cette tisane-là, j'ai vu une nette amélioration de ma stabilité mentale. Est-ce que tu sais, dans le fond, si ces tisanes-là, comment ils interagissent avec tes médicaments? Est-ce qu'ils... Oui. Ben, dans le fond, je le sais qu'ils n'ont pas d'interaction avec mes médicaments parce que chez Ici Santé, ils ont un logiciel qui a tous les médicaments possibles et imaginables et ils ont aussi les produits qu'ils vendent. Puis là, ils peuvent mettre ces 2 informations-là dans l'ordinateur et l'ordinateur peut reconnaître s'il y a interaction ou pas. Donc, Lucie, quand elle a créé ma tisane, elle s'est assurée qu'il n'y avait aucune interaction entre mes médicaments puis les herbes qu'elle me proposait. Qu'est-ce que tu fais d'autre aussi pour ta santé mentale? Gérer mieux mon agenda. Avant d'être malade, j'étais quelqu'un de très actif. Mon agenda était plein. Et j'ai essayé de continuer à avoir ce même type d'agenda-là. Mais je suis plus capable parce que je suis tombée malade. Une de ces fois-là, je suis tombée malade parce que mon agenda était trop plein puis j'étais pas capable d'assumer. Donc, mon mari, il m'a donné un truc. Il dit, pourquoi tu ne mets pas une grosse activité par jour? Et c'est ça que je fais depuis longtemps. Puis, ça fonctionne vraiment. C'est une clé à apprendre à connaître ses limites. Oui, oui. Puis là, au niveau travail, est-ce que tu es retourné dans le monde de l'enseignement? Non, j'ai pris ma retraite comme enseignante parce que j'ai réalisé que c'était pas une carrière qui était faite pour moi. J'aimais les enfants, j'aimais être en contact avec les enfants, mais tout ce qui était tâches administratives, ça me convenait moins bien. Donc, j'ai laissé tomber cette carrière-là. Pour la suppléance, j'en ai fait pendant 10 ans, puis j'ai aimé faire la suppléance pendant 10 ans. Mais à la fin, le système scolaire avait changé, puis c'était rendu compliqué pour se faire appeler. Donc, j'ai décidé de laisser tomber. J'ai eu une petite jobinette pendant 1 an, mais c'était une journée-semaine, puis je réalisais que je m'épanouissais pas vraiment. Fait que j'ai cherché un emploi, puis quand mon mari a su ça, il dit, il me semble que je te verrais intervenante en santé mentale. Et là, c'est sorti, non, je me verrais père aidante.
Et père aidante, j'avais connu ça quand j'habitais à Sherbrooke. Mon psychiatre, ma travailleuse sociale, puis mon infirmière m'avaient identifiée comme père aidante et il m'en avait parlé et je leur avais dit que j'étais intéressée, mais je suis tombée malade par la suite, donc ça s'est jamais concrétisé. Donc ici, je me disais, je suis rétablie, donc je pourrais travailler comme père aidante. Alors j'ai pensé à l'Ensoleillé, qui est l'organisme en santé mentale au niveau de la région du lac Mégantic. Je connaissais déjà cet organisme-là parce que toi, tu étais mon intervenant à l'époque. Puis, j'avais fait partie du groupe d'entraide sur l'anxiété. C'est un groupe qui m'avait aidé. J'avais trouvé ça très intéressant. Puis, je faisais partie du CA. Ça, c'est quelque chose qui me faisait du bien à l'estime de soi parce que c'est une belle implication dans l'organisme. Le CA, c'est le conseil d'administration. Donc, je connaissais déjà Geneviève, la directrice. Donc, je suis allée lui en parler de mon projet. Elle a été tout de suite intéressée. Elle en a parlé à son CA et son CA était intéressé. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à être père aidante. À l'Ensoleillé, je travaille maintenant 2 jours semaine, le lundi et le jeudi. Je travaille à aider des gens à se rétablir. Je fais un groupe d'entraide. J'aime vraiment ce que je fais. On en parlait souvent dans le sens où est-ce que tu pourrais être ici 7 jours semaine, puis je pense que tu avais toujours du travail parce que tu es bonne. Mais je comprends le fait, tu disais une grosse activité par jour, mais 2 jours de travail par semaine, pour toi, c'est assez. Oui. Okay. Ça fait partie de mes limites. À travers ça, est-ce qu'il y a des gens qui ont été marquants pour toi? Des personnes? Oui, il y a des personnes qui ont été marquantes. Les tout premiers que je dirais, ce sont mes parents, qui ont toujours été là pour moi, quelles que soient les décisions que je prenais, même s'ils n'étaient pas d'accord avec certaines décisions que je prenais, ils étaient là pour moi. Ils m'ont aidé financièrement, ils m'ont rendu service de leur présence, ils m'ont aidé aussi. Donc, je donne mon chapeau à mes parents qui ont vraiment été présents pour moi. Quand tu étais à l'hôpital aussi, il y avait quelqu'un qui a été significatif? Oui, lors d'une hospitalisation, j'ai reçu de la visite. Elle s'appelait Lisa. Puis Lisa est venue me visiter pour me parler de Dieu. Puis à ce moment-là, Dieu a déjà fait partie de ma vie et en fait partie aujourd'hui, mais il y a eu des époques où ce qui faisait plus de partie de ma vie, puis à cette époque-là, il faisait plus de partie de ma vie parce que quand je tombais malade, j'avais l'impression que Dieu m'abandonnait, donc je l'abandonnais dans le fond. Mais Lisa me parlait de Dieu, ça m'agaçait, mais d'un autre côté, j'aimais sa présence, ça me faisait du bien, puis vous savez comme quoi il y a pas grand-chose à faire à l'hôpital, donc pour moi, sa présence valait beaucoup. Donc, elle m'a proposé de venir me visiter tous les jours, donc j'ai accepté. Donc, il y a eu un moment donné où ce que la transformation dans mon cœur s'est faite, où l'agacement que j'avais pour Dieu s'est transformé en amour, puis que j'ai ressenti l'amour qu'il avait pour moi. Puis, j'ai commencé à lire sa parole, qui est la Bible. Fait que je me suis intéressée beaucoup à lui. Puis, mon intérêt pour lui, l'amour qu'il a pour moi m'a transformée. Puis là, il y a une autre personne qui est devenue très marquante pour toi. Oui. Il y a eu mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque. On s'est rencontrés dans une réunion de prière. Puis j'étais encore malade, bien sûr. Puis lui, il venait d'arriver en Estrie. Puis il m'avait vu. Puis il avait décelé à travers moi, à travers la maladie, mon cœur. Puis Dieu lui avait dit à cette époque-là, « Je veux que tu prennes soin d'elle. » Donc, ça a commencé comme ça. Puis, j'ai été hospitalisée peu de temps après. Puis, il m'a envoyé une invitation Facebook. Puis, on a commencé à communiquer ensemble par Facebook. Et je suis sortie finalement de l'hôpital. Puis, on a commencé à tisser des liens d'amitié en personne. On se voyait tous les jours, puis on faisait des activités ensemble. On allait surtout marcher dans les randonnées pédestres.
À un moment donné, ces liens d'amitié-là se sont transformés en liens amoureux. Puis, mais j'ai été encore hospitalisée. Et il venait me voir tous les jours, puis même si c'était pas toujours facile parce que je posais tout le temps les mêmes questions. C'est qui m'a emmené? Pourquoi je suis là? Tout le temps, chaque fois qu'on se voyait, chaque jour. Puis lui, il était patient, puis il m'accompagnait là vraiment bien. Fait que finalement, on est devenus maris, hommes et femmes, mariés, mari et femme. Et Jacques fait toujours partie de ma vie aujourd'hui, puis c'est encore d'une grande aide pour ma santé mentale parce que tu parlais de limites. Ben justement, il m'aide des fois à fixer mes limites parce que des fois, j'ai tendance à avoir de la difficulté à les gérer, ces limites-là. À les respecter. À les respecter, ouais. Ouais, tu veux trop en faire. Ouais, ou ça peut être des choix aussi, dans des choix qui sont mieux pour ma santé mentale. Je veux dire, même sans santé mentale, tu sais, qu'il y a une problématique, en principe, c'est supposé être mieux à deux. Oui, c'est vrai. En effet. Dans ce que tu fais, tu sais, je veux dire, on parle de santé mentale, mais tu sais, c'est global. Est-ce que pour toi, l'alimentation, ça joue un rôle important? Oui, vraiment. Jacques et moi, nous mangeons l'alimentation fonctionnelle. C'est une alimentation qui est sans gluten, sans produits laitiers, sans produits transformés, sans sucre raffiné. Donc, c'est une alimentation qui est saine pour nous. Fait que je considère, oui, que l'alimentation est vraiment importante. Puis même, j'ai un exemple typique où une semaine de temps, j'ai mangé à chaque jour du sucre raffiné parce que je m'étais acheté une tarte au chocolat avec crème fouettée. Puis, au bout d'une semaine, je commençais à avoir des symptômes de dépression. Puis c'est prouvé que le sucre raffiné peut donner des symptômes de dépression. Puis, y a-tu d'autres choses aussi, comme est-ce que toi, faire de l'exercice physique, ça... Oui, c'est important. Comme je vous ai dit tantôt, je prends des marches quotidiennement ou presque quotidiennement avec ma chienne Chloé. Mm-hmm. Je m'entraîne en musculation, je m'entraîne en cardiovasculaire aussi. Mon entraînement cardiovasculaire, c'est des sprints. Je cours, je fais des sprints. Ça me fait vraiment du bien, là. Donc, ouais, c'est un peu... la forme d'entraînement que je fais. Puis oui, je considère que c'est important pour la santé mentale. Pas des choses que je fais, mais la présence de Chloé et Molly, qui est nos deux chiennes, ça me fait vraiment du bien. C'est des chiennes remplies d'amour, donc elles nous remplissent d'amour. De prendre soin d'eux aussi, ça me fait du bien. J'ai pas d'enfants. De prendre soin de mes deux chiennes, ça fait du bien. Prendre soin de mon mari aussi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien au cœur. Mm-hmm. Puis là, tu parles aussi de la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que ça, j'imagine, ça a un impact positif aussi? Oui, aujourd'hui, beaucoup. Ça n'a pas toujours eu un impact. Quand j'étais toute petite, on allait à la messe tous les dimanches plutôt. Puis moi, je m'ennuyais, je trouvais pas ça intéressant. Donc, à 17 ans, j'ai demandé à mes parents si c'était possible d'arrêter. Puis j'ai arrêté. Donc, à partir de ce moment-là, Dieu n'était plus présent dans ma vie. Puis, à partir de 2009, je suis allée faire un voyage en Colombie et j'ai rencontré Miller et Lou. Ce sont des amis à moi que je me suis faite là-bas, des Colombiens. Puis, eux autres, ils étaient chrétiens et avaient une bonne relation avec Dieu et Dieu leur avait dit qu'ils étaient dans ma vie pour m'amener à la Bible. Mais ils me l'ont pas dit tout de suite. Et rendu en 2010, ils ont immigré au Québec. Donc, j'ai eu la curiosité en 2012 d'aller les visiter leur église. C'est une église protestante, puis j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour la louange. La louange, ça, c'est des chants qu'on fait pour remercier Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Puis la prêche du pasteur, j'avais trouvé vraiment intéressante. Donc, j'ai tout de suite
chercher une église à Sherbrooke. J'habitais à Sherbrooke à ce moment-là et j'ai découvert l'église Acts 21, qui est l'église où j'ai commencé à lire la Bible, à aller à l'église tous les dimanches. C'est ça. C'était mon église de naissance pour au niveau protestant. Encore aujourd'hui, ta relation avec Dieu, c'est fort. Oui, aujourd'hui, plus que jamais, ma relation avec Dieu est forte. Ma foi, elle a grandi. Elle est rendue beaucoup plus grande qu'elle était. Je sais que Dieu, il m'aime. Je sais qu'il prend soin de moi, contrairement à avant où j'avais l'impression qu'il m'abandonnait. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Puis que je sais qu'il est toujours là pour m'écouter. Je lis quotidiennement sa parole. Sa parole, c'est ce qu'il nous dit. Puis ce qu'il nous dit, c'est la Bible. Donc, je m'intéresse à ce qu'il nous dit. Je le prie quotidiennement, puis plusieurs fois par jour aussi. Parce que quand je lui parle, c'est comme si je lui parlais à un meilleur ami, tout simplement. Fait que je ressens plus la solitude que je ressentais, surtout quand j'étais en dépression. Je la ressens plus, mais c'est pas parce que je suis plus en dépression, mais c'est parce que j'ai toujours sa présence qui me comble constamment. Puis sa paix aussi qui est toujours là. Ma joie, elle a changé. Ma joie, elle vient plus de avec qui je suis ou qu'est-ce que je fais. Ma joie, elle provient de lui. Ma relation avec Dieu, c'est l'élément le plus important pour ma stabilité mentale. J'imagine que tu as vécu des rechutes. Quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais? J'en ai vécu, mais tellement pas beaucoup comparé à ce que j'ai vécu dans le passé. Mais oui, qu'est-ce que je fais? Je prie Dieu, premièrement. Je fais la respiration bedaine. Je respire vraiment avec ma bedaine. Je fais gonfler ma bedaine, puis je sors l'air de ma bedaine. Ça, c'est Sonia Lupien, une sommité en gestion du stress qui a proposé cette technique-là. Je médite aussi les fruits de l'Esprit Saint. Fait que les fruits de l'Esprit Saint, c'est simple, c'est 9 mots, puis c'est des mots simples. Amour, paix, joie, humilité, fidélité, bonté, maîtrise de soi, patience, douceur. Fait que je les médite. Fait que je fais amour, paix, et ainsi de suite. Je les fais rouler un après l'autre. J'effectue des exercices de Qigong. Ça, c'est des exercices de libération de la pensée. Okay. Vous pouvez aller voir sur Internet Qigong, anxiété. Il y a vraiment des exercices pour l'anxiété. Moi, celle que j'aime beaucoup, c'est la danse du dragon. Fait que si vous allez voir Qigong, danse du dragon, vous allez voir l'exercice que je fais qui m'aide beaucoup si je suis en rechute. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est copier mes versets de la Bible en me concentrant sur chacun des mots. Fait que pas faire une copie juste pour faire une copie. Il faut vraiment que ça soit intégré, que je m'intéresse aux mots, dans le fond, pour que je montre à Dieu que j'utilise pas cette technique-là simplement pour l'utiliser, mais parce que je m'intéresse à sa parole. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Puis quand ça arrive le soir, disons que j'ai une crise d'anxiété le soir, bien souvent, je vais prendre ma médication, puis le lendemain, je vais me lever, puis je vais être correct. OK, fait que à ce moment-là, tu te couches plus tôt. C'est quoi tu fais? Oui, c'est ça, je me couche plus tôt. Puis là, toi, comment tu vois tes années, les prochaines années, le futur? Bien, je les vois vraiment bien. Puis ça, c'est parce que j'ai Dieu dans ma vie. Puis que j'ai maintenant une bonne relation avec lui, ça me stresse pas le futur. Ben, il y a mon mari Jacques, qui est aussi mon meilleur ami, qui est un autre allié pour moi s'il y a une difficulté qui arriverait. Ma routine de vie, puis les moyens que j'ai développés pour m'amener à une stabilité mentale m'amènent à croire que le pire est derrière moi. Puis si le pire arrivait de nouveau, je sais maintenant que je ne serai plus seule et que Dieu est mon allié. J'ai souffert beaucoup, vraiment beaucoup, mais je sais que la souffrance m'a amené à apprécier tellement mieux la vie que j'ai maintenant.
Merci pour ton témoignage, Valérie. Ça prend beaucoup d'humilité, puis je sais que ça va aider beaucoup de gens. Pas rien qu'à se reconnaître nécessairement dans une problématique, mais de dire que peu importe qu'est-ce qu'on vit, on peut trouver des solutions, puis bien s'entourer. Oui, ben merci à toi pour m'avoir interviewé, puis merci à vous qui avez eu l'intérêt de me suivre jusqu'à la fin. Je vous remercie pour cet intérêt que vous m'avez porté. Et j'espère que ça va vous aider ou aider quelqu'un que vous connaissez.